Salam alaikum, Azul, bonsoir. El Maghrébia a donc soufflé sa 8e bougie. Certains, parmi ses amis les plus chers, sont venus d'Algérie pour lui souhaiter plein de bonnes choses. D'autres aussi, qui vivent en France et ailleurs dans le monde, ont afflué. Ce fut une belle fête. Et nous autres, ici, journalistes et techniciens d'El Maghrébia, avons été tellement heureux d'avoir pu d'abord retrouver nos chers amis, mais aussi nous replonger dans le bain, dans l'ambiance de notre pays. Parce que pendant 2 jours et 2 nuits, El Maghrébia est devenue une petite Algérie, plantée à Paris. Nous y avons parlé nos langues, écouté la musique de nos terroirs et même dégusté de petits plats authentiquement algériens. هذه شربة فريك, هذا طاجين, هذه كسرة, هذه حلوة, بلدية, et j'en passe. Et nous avons découvert, nous autres, journalistes et techniciens d'El Maghrébia, que notre chaîne est toujours vivante au cœur de notre pays, qu'elle est toujours estimée de nos compatriotes, qu'elle est toujours suivie, même si elle n'est plus dans ce satellite d'où elle a été bannie à la demande des mafiocrates algériens, à leur comparse d'une puissance étrangère. Oui, il leur fallait fermer El Maghrébia, coûte que coûte, fût-ce en violation du droit, en violation de la loi, en violation des principes de la liberté d'expression dans un pays qui se dit sans temple et sans asile. Mais à beau mentir qui vient de loin, n'est-ce pas? À plus forte raison qu'un tel abus de droit n'a pas suscité la plus petite réaction de la société française, si l'on accepte cette interpellation du ministre de la Culture par un député. Mais El Maghrébia reste le cœur battant de la révolution du 22 février, sa voix et son agora, où viennent toujours s'exprimer tous ceux et toutes celles qui se sont levés en Algérie pour l'avènement d'un État de droit. Oui, l'Algérie continue toujours de vibrer, malgré la plus grande fraude électorale de l'histoire de ce pays, qui a porté un monsieur à la tête de la présidence de la République. Oui, les Algériens continuent de se mobiliser, malgré l'atroce contre-révolution qui s'est ébranlée et qui ne se refuse aucun moyen ni aucune méthode. Plus que 3 jours pour la célébration historique de la révolution du 22 février, l'an 1 de la révolution du 22 février. En Algérie et partout au sein de la communauté algérienne à l'étranger, c'est comme une veillée d'armes, dans la même atmosphère pacifique, dans la même communion. Un peuple tout entier est tendu vers son destin pour des lendemains plus dignes. Les Algériens n'ont jamais été plus proches de réaliser leurs rêves les plus fous. Une Algérie démocratique, réellement démocratique, où règne le droit et la justice, où la compétence aura droit de cité, où la rente hydrocarbures ne servira plus à anesthésier les masses, comme ils disent. Le jour n'est plus très loin où les Algériens pourront se retrousser les manches et reconstruire tout ce que cette mafiocratie a dévasté. Demain est déjà là, ce régime s'en est déjà allé par les égouts de l'histoire et il est bien le seul à ne pas avoir encore compris qu'un peuple qui se lève et qui marche résolument vers son destin est un peuple que nulle force noire ne peut réduire. نار بال وانت تبلعك العقوبة ليه يا لا لا لو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال
قلبك صحيح تهضر في الريح الزعتر ماشية الخربة راشية والنية راها خافية ولادك في الريش الزوالي في وسط العافية نيران وقادية سفينة تغرق وغادية فرتو في السقف نيتو الحبس كاع الأحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف بالرشوة سلاطين زلق الفاس شوف الراس وين رايح بينا وين يدوب الفاس ما تحب الناس حامي في عز الراقين كنتشبد روحك ماشي خير تشوفيني غابة غطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير الحالة نار بال وانت تبلع كلاب وبالي يا لا لا لو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال بلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال يا لا لا لو يا لا لا تدور الريح ويدور الحالة نار بال وانت تبلع كلاب وبالي يا لا لا لو يا لا لا المحي يعيط للاستقلال بلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال L'an 1 de la Révolution, J-3. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler avec moi ici, mon ami Hassan Mouali, journaliste. Hassan, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Un plaisir, Hassan. Moi aussi, c'est Wallah. il y a tellement, il y a une raréfication, sinon une inexistence de canaux d'expression en Algérie. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler librement sur Baralibia. Et puis c'est tellement agréable de te recevoir ici même, comme à chaque fois que tu viens nous rendre visite. Merci. Alors, Brahim Younsi, ancien cadre du NDA de 82 à 88. Je passe mon temps à supplier Brahim Ngoulouya ou le Dinahina, ancien cadre du MDA. Non, il ne veut pas. C'est mon identité. C'est son identité politique. L'essentiel, c'est de ne pas dire de 62. Alors, notre ami Hakim Taibi, journaliste, militant politique. Hakim Taibi, merci d'être avec nous. Merci Djemel, bonsoir. Merci. Bonsoir aux invités, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, que ce soit ici ou en Algérie. Voilà. Alors, Brahim Younsi. Nous sommes à... pardon, j'avais oublié mon ami Karim Kebir, qui est avec nous au téléphone depuis Alger. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal. Bonsoir Karim. Dont mon ami Hassan Mouali et puis à tous les téléspectateurs et joyeux anniversaire à la chaîne. Merci beaucoup. Elle m'a dit Karim. On t'a attendu, pourquoi tu n'es pas venu? Oui, ça aurait été avec un immense plaisir, mais dommage, j'avais eu quelques engagements, donc je m'en suis excusé. Ah, merci. Merci beaucoup, Karim. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Karim. Alors, Brahim Younsi, donc nous allons commencer par le sujet le plus important et qui va rester le sujet le plus important, quoi qu'il arrive, jusqu'au 22 février, c'est J-3 pour l'an 1 de la révolution du 22 février. D'ailleurs, vous n'aimez pas beaucoup le mot Hirak. Ouais. Révolution pour vous. Ben, c'est une révolution. Oui. C'est une révolution. Une révolution qui atteint son premier anniversaire, c'est extraordinaire. Dans cet état de pacifisme jamais vu. Oui. Il y a des révolutions qui ont duré plus d'années. Oui. Mais elles ont duré dans la violence. Que ce soit la révolution bolchevique ou la révolution française, notamment. C'est dans la violence. Justement, Ibrahim, avant de vous laisser poursuivre, les printemps arabes, moi je préfère dire le printemps des peuples. Dans les printemps des peuples, ils ont tous tourné court, sauf en Tunisie, relativement, un tant soit peu. Mais l'Algérie, c'est le plus beau des printemps des peuples. C'est le plus fort, le plus dense, le plus intense, celui qui est en train de bouger des montagnes. Comment se fait-il que cette réaction, cette contre-révolution, qui a pourtant tout fait, comment se fait-il qu'elle n'a pas réussi
Je crois que beaucoup qu'elle n'est pas réussie. Pourquoi elle n'a pas réussi? La contre-révolution. Ah, la Oui, contre-révolution. comment elle n'a pas réussi à faire du printemps algérien un hiver boueux, comme cela a été le cas en Syrie, en Libye, en Égypte. Parce que nous n'avons pas arrêté de le dire, et nous en avons un peu parlé hier. Parce qu'il y a l'unité de la nation s'est refaite. C'est important. Et il faut que cette unité soit consolidée. Soit consolidée. Il faut que les Algériens trouvent le lien, le nouveau lien, qui puisse être indéfectible. Ils ne l'ont pas déjà trouvé? Et ils sont en train de le trouver. Ils sont en train, comme toujours. On pense que cette révolution n'a pas de gens qui pensent et qui réfléchissent. Il y a des gens qui pensent et qui réfléchissent, qui ne sont pas ses représentants, qui ne se présentent pas comme ses représentants. Qui sont à l'intérieur du mouvement? Absolument. Et qui diffusent, qui parviennent à diffuser? Absolument. Moi, le premier, il y a longtemps, j'en ai parlé, de cette auto-organisation. Oui. Je crois que le bilan qui doit être fait, c'est cela. La révolution est auto-organisée. On en a parlé déjà dans une émission précédente. Absolument. Et non seulement elle est auto-organisée, souvenez-vous de ce mot un peu moche que j'avais employé, Oui. c'est l'autopoïèse. Et l'autopoïèse, et je suis très content d'ailleurs qu'un étudiant brillant, orateur, Abdel Jabbar, brillant orateur, Abdel Jabbar, d'ailleurs, il me rappelle le Abdel Jabbar, le Mu'tazilite, le théologien Mu'tazilite, Oui. Abdel Jabbar ibn Ahmed al-Hamadani. Quel compliment. Puissant orateur, puissant théologien Mu'tazilite. Et Abdel Jabbar avait parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, chez ton confrère, votre confrère, Nasser Djoudi. Oui. Il a parlé, si je l'avais bien compris, parce que c'était en arabe et le son n'était pas assez bon pour moi, d'autocréation. Et l'autopoïèse, comme parlent les Grecs, c'est l'autocréation. Un système est en train de s'autocréer dans cette révolution. Brahim Younsi, l'auto-organisation, c'est quoi? C'est quelque chose dans l'air? C'est une sorte de consensus? C'est des messages qui passent par Internet? C'est quoi? Tout ça, à la fois, me semble-t-il, alors qu'on regarde les choses de loin. Et puis, bien entendu, les contacts personnels qu'on ne peut avoir parmi déjà sa famille, ses amis, etc., qui sont dans le Hirak, comme vous dites, dans cette révolution. C'est tout cela à la fois. C'est tout cela à la fois. Quand vous le dites souvent vous-même, très souvent, et vous avez parfaitement raison, quand un slogan qui est bien pensé, bien pesé, politiquement significatif, se fait à Annaba, par exemple, vous le dans retrouvez... les 10 minutes qui sort, là, c'est les réseaux sociaux. Pas seulement, Surtout, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit seulement les réseaux sociaux. Sincèrement, je ne crois pas. Vous pouvez rejeter un slogan qui sort, qui ne vous convient pas, vous créez le vôtre. Mais s'il ne rentre pas dans le diapason, ça Mais passe je crois pas. qu'il y a des contacts, et beaucoup parlent de paradigme. Je crois qu'il y a aussi un concept, et je crois que c'est cela, enfin en tout cas, à mes yeux, c'est le rhizome. Le rhizome. Ouais. Le rhizome, traduit par deux philosophes, Gilles Deleuze et Guattari. Ouais. Mais le rhizome, c'est un concept qui vient de la botanique. Oui. Et le rhizome, c'est une plante avec des racines, des tiges qui sont enfoncées et qui est en contact et qui se développent et qui sont en contact les uns avec les autres. Oui, et qui sont en contact, qui créent un réseau. Et je crois que nous sommes dans ce concept de rhizome. Les contacts se font, il y a une connexion, comme des rhizomes, entre les différentes villes et les différentes... Vous avez bien fait de parler de quoi vous avez parlé? Pas biologique, vous avez dit? Botanique. Moi, ça me rappelle cette chose immatérielle, impalpable, mais qui est dans l'air, là. Vous savez ce qu'elle me rappelle? Elle me rappelle, c'est pour ça que votre parallèle avec le botanique, ça me rappelle quand l'automne arrive. C'est comme s'il y avait un laboratoire quelque part dirigé par un grand laborantin qui dit « Maintenant les feuilles tombent ».
Et tous les arbres font tomber leurs feuilles. Et tous les arbres font descendre leurs sève. Et le printemps, quand il arrive le printemps, c'est comme si un chef d'orchestre disait « Maintenant les feuilles sortent, maintenant la sève monte ». Et tous les arbres, d'un commun accord, des milliards d'arbres, font la même chose au même moment. Ça me fait penser à ça. Mais Hakim Taibi, comment cette magie est-elle en train d'opérer? Parce qu'on ne connaît pas de précédent d'une révolution populaire qui a duré presque une année, dans 3 jours, sans aucune violence, mais dans une, comment dirais-je, dans une symphonie incroyable, comme si elle était dirigée non pas par c'est comme s'il y avait un chef d'orchestre, que les gens avaient leur partition devant eux. Vous voulez dire quelque chose, Brahimi, aussi, avant que s'exprime J'avais noté une 9e symphonie, je vu qu'on allait la jouer très bientôt. Ah ben voilà. Hakim Taibi. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut trouver plusieurs raisons pour justifier un petit peu cette persistance de cette dynamique, de cette révolution. Mais effectivement, on peut parler de l'ancrage très populaire de cette révolution, parce qu'elle a suscité l'adhésion quasiment de toute la société, de tout le peuple. Oui. Ça, c'est important. Mais aussi, un élément qui est important, c'est qu'elle n'a pas porté des revendications précises, ponctuelles, que le pouvoir pouvait satisfaire immédiatement par soit un jeu d'écriture en faisant des lois qu'il n'a jamais respectées ou qu'il ne respectera jamais, ou bien par, comme il a l'habitude de le faire, en ayant recours à l'achat de la paix sociale, aux finances publiques pour répondre, verser de l'argent à tort et à travers. Donc ça, je pense que c'est une faille que le régime n'avait pas à sa position, c'est-à-dire il ne pouvait pas trouver quelque chose auquel il pouvait apporter rapidement une réponse. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, contrairement au printemps dit arabe, ou comme tu l'avais... Le printemps des peuples. Le printemps des peuples, on n'avait pas vraiment cette... on avait effectivement porté la revendication de changer de dirigeant, mais il n'y avait pas ce désir d'aller en profondeur dans le changement. Voilà, donc là, en Algérie, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que ça dure et qu'il est difficile au pouvoir aujourd'hui de répondre, ce qui le laisse dans des petites manœuvres de bas étage. On en parlera probablement tout à l'heure. Hassan, justement, comme vient de le dire Hakim Taibi, ces revendications très ciblées, et partout les mêmes. Par exemple, Abdullah Madaniya, Machi Askariya, Tetnahaou Ga, pas d'élection, transition, Makanch Intikhabat Mal Isabat, alors que la société algérienne a été quasiment muselée et intoxiquée dans la tête depuis 1962. Cette jeunesse, la jeunesse qui est dans la rue aujourd'hui, qui est le fer de lance de la révolution, n'a quasiment pas connu autre chose que ce qu'elle a vécu depuis sa naissance. Comment cette magie a-t-elle pu être possible? Moi, je pense que je suis tenté de dire que c'est un phénomène psychanalytique. C'est une espèce de retour du refoulé. Chaque Algérien, chacun de nous au pays a couvé une colère plus ou moins lointaine, les vieux depuis 62 et les jeunes depuis 80, 90, 2000 et tout. On a subi des humiliations individuelles, à l'échelle individuelle, et bien sûr une humiliation collective. Moi, je pense que la première humiliation, bien que le bilan de Bouteflika est catastrophique à tout point de vue, mais je retiens quand même que la violation de la Constitution en 2009 a été vécue comme une humiliation. Les tentations monarchiques de Bouteflika étaient... Tout le monde avait plus ou moins un peu de respect pour lui, ou alors il lui accordait le bénéfice du doute. Parce qu'il y avait la cagnotte? Parce qu'il y avait la cagnotte, voilà. Donc les gens se sont dit pourquoi pas. Il a fait un premier mandat, il était devenu le grand voyageur, il a fait les 5 continents. Et le deuxième mandat à l'arraché, on a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes, même au sein de la hiérarchie militaire.
Mais on s'était dit qu'à la fin du deuxième mandat, le gars va se retirer, c'est bon, il a eu sa revanche sur le sang, comme il le disait souvent. Et après, qu'est-ce qui se passe en 2008? En plus, en 2005, il a eu le premier accident ennui de santé. En 2008, il viole la Constitution pour se donner un troisième mandat. La Constitution qui précise... Qui interdisait un troisième mandat. Lui, Voilà, qui a été fait par Yamin Zawal en 1996, par référendum constitutionnel. Donc, quelque part, c'est une violation de la volonté populaire. Absolument. À supposer que la volonté populaire ait pu s'exercer un jour, même sous Zawal. Dès qu'il a été élu, il a remis le même article. Absolument. Maintenant, il est interdit. Oui, mais bien sûr, c'était pour lui. Juste le temps de passer... C'était un fantasme personnel. Oui. Moi, j'ai vocation à gouverner. Je me souviens, une journaliste d'un pays oriental qui lui posait un jour une question. Est-ce que vous... voilà, c'était pour le deuxième mandat. Elle lui posait la question, est-ce que vous avez l'intention de vous retirer, éventuellement faire un mandat et partir? Et il lui dit, très sincèrement, je ne sais pas faire autre chose, à part être président de la République. Vous voyez un petit peu, c'est un dictateur. Alors Sarkozy à côté, c'est vraiment un petit enfant, un petit écolier. Donc je pense que beaucoup d'Algériens, du moins l'élite intellectuelle algérienne, a vécu ça comme une humiliation en 2009. La violation de la Constitution, et tout le monde a compris que ce gars, il a fait ça juste pour lui, pas pour le pays. Il n'avait pas fait étaler un bilan extraordinaire pour pouvoir éventuellement convaincre les Algériens de la nécessité de lui rallonger sa durée de gouvernance à la tête de l'État. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Bon, le printemps arabe, les printemps arabes, entre guillemets, comme tu l'as dit si bien, Jamal, c'était des hivers boueux. En effet, donc il a senti un peu son trône ébranler un peu. Il a été obligé de faire le fameux discours de Sétif. Avant son AVC. Hein. Avant son AVC. Parce qu'il ne pensait pas faire un quatrième mandat. Absolument, voilà. Absolument. Tab Djenana, donc certains naïfs ont cru sur parole la parole du président. Enfin, ils vont tous partir. Ouais. Mais bon, l'interprétation, les promesses n'engageant que ceux qui les croient. Bouteflika donc a éteint le feu du sucre et de l'huile à l'époque. On a transformé des revendications politiques en revendications commerciales, ou je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est terre à terre. Qu'est-ce qui se passe après 2013? Finalement, il nous annonce il y a eu l'AVC, bien sûr, chemin faisant. C'est pas lui qui annonce. C'est pas ceux qui l'ont pris en otage. Voilà, il a été empêché de l'annoncer. Voilà, la volonté divine a fait que Bouteflika subisse un AVC. Donc tout le monde s'est dit que c'est fini, c'est fini. Bon, il a eu un premier pépin de santé en 2015. Il s'est plus ou moins remis. Mais là, c'est pas possible. Sur une chaise roulante, c'était pas possible. Donc, l'annonce à partir d'Oran, je crois, à partir d'Oran, du quatrième mandat par Abdelmalek Sellal, c'était terrible. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils battaient le rappel des vieilles troupes. Belkhadem et Ouihia qui étaient au placard, et les comités de soutien directeur, et on remet en scène tous les comités de soutien, et finalement, l'atmosphère d'un incroyable quatrième mandat s'est installée. Sans qu'il fasse sa campagne, sans qu'il fasse un seul discours. Et puis là, il y a eu par contre une propagande. Non, il n'est pas censé faire sa campagne, il n'est pas obligé de faire. Il n'y a aucun article de la Constitution. Et puis il n'est pas malade. Il y avait la fameuse expression de Ouihia qui disait son bilan parle pour lui. Donc il n'a pas besoin. Bilan parle pour lui. Il parle pour lui. Voilà. Le Mokhtar, il est beaucoup plus développé que ses jambes. Mais Hassan. Oui. S'il te plaît, je vais juste rajouter une couche, parce que c'est des couches. Donc 2014, ils nous ont fait passer une grosse pilule du quatrième mandat. C'était une humiliation. Tout le monde a compris, y compris parmi ses soutiens. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec ceux qui soutenaient Bouteflika, vraiment, on va dire sincèrement. Convaincu, discute avec lui, il te dit, bon, il a fait des choses, l'ADN, je ne sais pas quoi. Ici, si tu veux, ça se tenait un peu comme discours. Ce n'était pas des courtisans, en fait. Il te dit, bon, il y a quand même, voilà, ce n'est pas du jour au lendemain que l'Algérie va se transformer en démocratie. Donc, il a quand même fait de belles choses. À partir de 2014, à partir de ce quatrième mandat imposé, ces gens-là l'ont quitté. Ils ont quitté le navire Bouteflika, la galaxie Bouteflika, elle est partie en vrille. D'accord? Mais la façade mise de côté, jamais la Bouteflika n'a été aussi puissante. Absolument. Mais une chose, je pose la question aux journalistes. Tout le monde aujourd'hui convient que le quatrième mandat, Bouteflika n'a pas voulu le faire. Ouais.
Certains disent même qu'ils n'étaient même pas au courant, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ben, Saïd nous apprend maintenant que Gaye Salah lui aurait Oui, forcé la main. mais tout le monde convient, des gens qui ont un tant soit peu l'oreille des maîtres, que ce fut un trio, Saïd Bouteflika, Gaye Salah et François Hollande, qui ont imposé ce 4e mandat. C'est possible. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut penser que Bouteflika, en effet, étant très malade, il pouvait se dire, bon, basta, c'est bon, je ne continuerai plus, j'ai fait 3 mandats, c'est bon. Mais comme il y a beaucoup d'argent, et surtout que ça a commencé avec le début de la contraction des recettes pétrolières, donc ils ont dû se dire, on va prendre un peu d'argent quand même, on va les liquider ce qui reste dans les caisses pour un 4e mandat, après on va s'en aller. Après, donc, je pense qu'il y a une érosion dans le mais l'affaire Hollande, il y a quasiment un argument en béton armé, hein, quand un chef d'État étranger, M. François Hollande, se déplace à Alger pour juste faire une conférence de presse et parler d'Alacrité, de monsieur qui règle les problèmes du monde, sachant qu'il y a en l'occurrence une prise d'otage. Il a participé à une prise d'otage. Moi, je pense que, à la limite, ce que pense la France de l'Algérie, je pense que c'est défoncer une porte ouverte que de dire que la France a toujours eu son mot à dire. Oui. Donc, dans la prise de décision. C'est une politique à consommation interne. Bon, elle a ses intérêts, elle les défend. Moi, je ne jette pas la pierre à la France. Il nous appartient à nous, en tant qu'Algérie, en tant que pays, de nous rendre imperméables à toute intervention étrangère. Maintenant, quand ce sont les responsables qui demandent une planche de salut, c'est vraiment lamentable. Ou ce régime nous a... Et qui à côté vient vous dire, ya Ferranza. Ya Ferranza, mais c'est de l'hypocrisie. Je pense que c'est un savant partage des rôles en fait entre nos responsables et la France. Absolument. Donc après, je pense que ce qui s'est passé pour arriver à l'actualité, donc la désactivation du 5e mandat, je pense que, Jamal, la coupe était pleine. Je parlais tout à l'heure de la dimension psychanalytique. Je pense que on a refoulé, nous les Algériens, on a refoulé beaucoup d'humiliations que Bouteflika nous a fait, Bouteflika et son entourage nous ont fait subir. En 2019, c'était une explosion. Avant, le cadre, vous avez donné un cadre au cadre. Le cadre est candidat à la présidentielle pour un 5e mandat. Là, ça, les Algériens sont quand même, on peut dire ce qu'on veut d'eux. On les a peut-être parfois humiliés, mais il arrive un moment où il se lâche. Je pense que la digue a rompu tout simplement. Et puis, bien sûr, moi, je ne suis pas naïf. Il y a certainement des forces qui organisent ce Hirak. C'est parti comme ça, peut-être spontanément, mais après, les réseaux sociaux, moi, je suis de ceux qui pensent que les réseaux sociaux ont été décisifs dans le succès de cette révolution. Quand tu me dis Annaba, et le même slogan repris tout de suite à Tlemcen, je suis désolé, ça ne peut pas aller autrement que par les réseaux sociaux. Et puis, il y a quand même des figures de proue qui se sont imposées sur les réseaux sociaux, des gens crédibles. Quand tu prends un gars comme Samir Belarbi, bon, abstraction faite de son obédience islamiste, on s'en fout. On est tous algériens, il n'y a pas de souci. Donc ce gars, il a de l'aura, auprès des arabisants, des milieux islamistes et tout ça. Et puis tu le vois à côté de Kerim Tabou, qui est de notre ancrage. Ils font cause commune. Ouais. Qu'est-ce que ça peut... Forcément, le peuple se réunit. Absolument. Moi, je pense que c'est ça. Absolument. La fusion s'est faite sur le terrain. C'est vrai. Quand on a vu Boumala et tout ça, et là, c'est tous ces gens-là, et d'autres encore, bien sûr, et tout le monde, Jamila Bouhirad, symboliquement, Jamila Bouhirad, Iril Ahriz et tout ça, quand le peuple, moi, le simple citoyen, je vois ces gens-là, je suis désolé. Voilà, c'est mon pays. Ce sont ces gens-là qui représentent l'Algérie parce qu'ils expriment toutes les sensibilités algériennes réunies. Donc, Bouteflika, je lui rends un petit hommage d'avoir réuni les Algériens pour réussir leur révolution. C'est un petit peu ça. Karim Kebir, sur ce miracle, hein, pour l'appeler ainsi, de cette révolution des Algériens pendant une année quasiment, dans le pacifisme le plus incroyable. Comment, à votre avis, vous qui êtes à Alger, qui couvrez le Hirak, comment, à votre avis, un peuple qui a été frustré à un point où il était tout naturel qu'il explose de la façon la plus violente, comment a-t-il fait pour rester aussi pacifique,
aussi organisée, sans leader et malgré la contre-révolution qui a tout fait pour le plonger dans la violence, justement. Je crois que Jamal, comme nos amis l'ont relevé d'ailleurs, c'est que là, il y a une profonde mutation dans la société. Nous avons le pouvoir aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'a pas tout à fait compris, ou du moins il veut pas, il refuse de comprendre que les Algériens ont changé. Il y a un bouleversement qui est très profond, et je crois que les Algériens, bon, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, les humiliations qui ont conduit à cette explosion, mais le choix du pacifisme n'est pas venu du hasard. C'est d'abord, je crois que les Algériens ont tiré les leçons de la situation des années 90, en tout cas le traumatisme des années 90 tout de même. Donc ils ont tiré les leçons, mais beaucoup plus, c'est que la nouvelle génération, il a vu comment certaines révolutions, entre guillemets, de certains pays arabes ont dérapé. Donc, sans compter que notre guerre civile n'a pas tout à fait abouti à l'ouverture démocratique qui a été souhaitée. Parce que je rappelle quand même, durant les années 90, avec toute la violence qu'il y avait, mais nous n'avions pas connu les haragas. On n'avait pas connu bon, mis à part les gens, l'élite qui fouillait parce qu'il avait peur, mais l'essentiel du peuple croyait à quelque chose, il espérait, il s'attendait à un changement. Ça veut dire qu'il y avait cet espoir. Mais l'arrivée de Bouteflika a complètement anéanti cet espoir. Il a tout détruit sur le passage. C'est comme un tsunami. Il a cassé les partis, les associations, l'exercice politique, les médias. Mais au fur et à mesure, avec la démocratisation des mais le quatrième mandat, Karim, le quatrième mandat, ce n'est pas Bouteflika, c'était Gaïd Salah et Saïd. C'était eux qui étaient aux manœuvres, à la manœuvre. Mais c'était propre au régime, c'était des considérations internes au régime. Donc lui, en tout cas personnellement, moi je suis de ceux qui pensent, se basant en tout cas sur les témoignages, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont côtoyé, c'est que Bouteflika est un malade du pouvoir, il a une relation pathologique au pouvoir. Donc même sur son lit d'hôpital, c'est quelqu'un qui ne s'imagine pas en dehors du pouvoir. Donc je suppose qu'en 2014, lui-même était d'accord. Donc il suffisait que les autres s'entendent entre eux et qu'ils se partagent la rente et que le tour est joué. Parce que pour eux, le peuple est une abstraction. Ils l'ont jamais pris en considération. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est ce qui explique aujourd'hui, le pouvoir est dans une forme de panique. Il ne sait pas comment répondre justement à ce mouvement. Justement, vous m'emmenez tout naturellement la question que je voulais vous poser à tous. Ce régime, qui pourtant de chez nous, il est né de chez nous, il est sorti de nos flancs, hein, ils ne sont pas tombés de Mars. Ils connaissent bien les Algériens, ils connaissent bien comment. Et ils ne sont jamais imaginés vivre une telle situation, mais ils sont en train de la vivre. Alors, un régime doté d'un minimum, d'un SMIC d'intelligence, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, bon, il demande la transition. Je vais accepter. Je vais aller dans le sens des demandes de... Parce qu'une transition, ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai encore 2 ans, 3 ans à manœuvrer. Ça donne un sursis. Un sursis. Et puis ça me permet peut-être de négocier mon propre départ, des garanties pour ne pas être poursuivi, pour ne pas... Voilà. Alors, la logique aurait voulu que ce système plonge sur cette offre de transition que lui a fait le peuple, cette demande, cette revendication. Ce régime a procédé de la façon inverse. Il a dit pas de transition, de façon claire. Il a même dit, qui dit transition, Gaïd Salah l'avait dit clairement, celui qui parle de transition est un traître. Et au lieu d'aller vers une transition, ils imposent des élections truquées contre un boycott jamais vécu depuis l'indépendance. Et ils sont encore là, avec un président sorti de la fraude et uniquement de la fraude, à vouloir nous promettre des choses, à nous dire des choses, à prendre des décisions. C'est quoi ce régime? Il n'entend pas le peuple, il ne comprend pas ce qu'il est en train de lui dire.
a-t-il jamais entendu le peuple? Oui, mais là, il est question de Oui. sa propre survie. Oui, oui, mais il pensait pouvoir survivre parce que le pouvoir algérien est caractérisé par une chose, c'est la force. Force Toujours brutale. la force. Ou la manipulation, la subversion. C'est la force. Mais je crois que si le peuple est sorti comme il sort par millions, c'est qu'à un moment ou un autre, et je crois que ce n'est pas une réaction comme ça épidermique, il y a des phases qui se sont produites dans ce pays. Continuons, moi. Absolument. Et il a compris que nous avons atteint une situation de zombilisation, surtout avec la maladie de Bouteflika. Que l'État est devenu un État zombie. Que les institutions, parce que j'ai vu l'interview d'un homme politique de chez nous, je ne vais pas le citer, qui dit depuis 12 mois, l'État s'est remis, les institutions sont en place, etc. Je crois que les institutions et l'État n'ont jamais été zombilisés que maintenant aussi. Nous sommes devant un État zombie, devant des institutions zombies. On voit que depuis quelques semaines que ce pouvoir s'est installé de façon illégitime et illégale, rien ne se fait. Au contraire, on militarise, alors que le peuple demande la primauté du civil ou du politique sur le militaire. On veut militariser l'industrie. En lui cédant, c'est incroyable. En lui cédant la sidérurgie, oui. ce qui était le fleuron industriel de Hadjar. C'est incroyable. C'est dire que... C'est un peu l'égyptianisation, quoi. Hein? C'est pas le Hadjar, il s'est levé. Hadjar. Non, non, Hadjar. Hadjar. Ce n'est pas une si mauvaise chose quand même. Non, Je pense, hein. mais les raisons... Il y a le budget du ministère de la Défense, 11 milliards de dollars, et au moins on leur refile la patate Oui, chaude. mais 11 milliards de je ne sais dollars pas si surtout c'est... destinés à l'achat d'armements et aux Maintenant, commissions qui vont avec. Ils vont renoncer au moins le Hadjar. Je ne sais pas, ils ne relanceront rien Je du suis tout. preneur, si c'est comme ça. Parce je que la suis preneur. déclaration, je ne crois pas que ça Parce soit... qu'ils souffrent les gens de Hadjar, attention. Sur le plan symbolique, je ne crois pas que ça soit la raison. C'est la sicisation. Oui. Ouais. Même si le ministre de l'Industrie dit non, nous n'allons pas imiter l'exemple égyptien. Mais il a parlé de quelque chose qui paraît effectivement le bâton, la sortie de la matraque, en disant que parce que les acteurs économiques ne sont pas disciplinés, et nous manquons de discipline, il faut de la discipline, seule l'armée va discipliner les relations économiques et les autres relations sociales. C'est comme ça qu'il a parlé. C'est extrêmement grave. Non, c'est extrêmement grave. Pas des choses qui doivent être dites. L'armée n'a pas vocation à civiliser qui que ce soit. Elle s'occupe de ses missions régaliennes, Oui, constitutionnelles, de défense du mais pays. nous en sommes là. L'armée n'a pas à s'occuper de l'industrie non plus. L'industrie est une fonction politique. Absolument. Est une fonction économique. politique et économique, bien sûr, donc politique. Non, dans tous les pays du monde, il y a l'industrie de l'armement. Il y a Elle pas de est, souci. mais pas le Hadjar. Maintenant, la privatisation, le Est-ce Hadjar- que l'Algérie, avec 10 milliards et plus de 10 milliards de dollars d'importation d'armement, a-t-elle un complexe militaro-industriel? Ah ben, si c'est pour baisser la facture de l'achat de l'armement, je suis preneur. Oui, mais hélas, c'est pas parce qu'ils Oui, mais craignent. C'est l'arrière-pensée. Hein. Oui, Oui, mais on ne baissera pas je ne la crois pas, facture je de crois l'achat pas. d'armement parce Je ne crois qu'il y a pas. 10% de commission dedans. Mon ami, il ne faut pas oublier. Hein. Si tu pour ça que permets, j'allais lui Jamal, c'est répondre. juste- Oui. je voulais juste un petit peu continuer sur l'état de déliquescence des institutions, de ce qui existe, ou bien les semblants d'institutions qui existent, notamment la première institution qui est le président de la République. Donc, comme on le sait tous, donc pour exister, il est obligé d'aller faire des petits bricolages. Hein. Et même pour bricoler, il ne sait pas comment bricoler. Donc on l'a vu, il a été humilié avec la nomination, l'histoire de la nomination d'un DG, et puis des DG des douanes, et puis le NTV, donc DG des douanes, le NTV, je crois que c'était également... Il a pris la décision. Il a nommé. Et après, il a nommé le DG de la douane et il a limogé l'ancien. et Quelqu'un, quelque part, on ne sait Voilà. pas qui, a dit non. Et également, donc, il a continué, soi-disant, à chercher
des opérations. Il est en train de faire des petites opérations pour montrer qu'il existe en tant que président. On l'avait vu avec l'histoire de la grâce pour les détenus. Hein, Oui. parce que la grâce présidentielle, c'est quoi en fait? C'est juste un acte, une mesure annuelle. voilà. Et puis il y a quand même un moment, c'est juillet, 1er novembre, c'est pas Eh ben, tout le temps. absolument. justement, c'est une grâce Voilà. qui intervenait à un De moment où il n'y manière avait rien du impromptue, tout. comme ça. Il y avait, d'ailleurs, je l'ai écrit il y avait la Saint-Valentin quelques jours après, donc si c'était pour ça, on ne C'est sait la pas. fête de l'amour, ouais. Voilà, donc il a gracié des détenus avec, parmi les 6 000, on parle d'un seul détenu du Hirak qui a profité de cette grâce. Et puis là, aujourd'hui, Il est en train de préparer l'amnistie de son fils, qui est en Probablement, prison. probablement. Ben, il attend qu'il soit condamné, parce qu'il ne peut pas l'amnistie gracier s'il n'est avant, pas voilà. condamné. Puis le gracier dans le flot de tout ce qui va... et pour continuer Peut-être, dans cette démarche, je dirais, dans la chute aux enfers, en quelque sorte, de l'institution présidence de la République, pour dire que nous n'avons pas de président aujourd'hui. Cette histoire de DG qui Et voilà, donc il décide, ce qui n'est pas du tout de son rôle, normalement il doit se situer à un niveau un peu plus élevé, d'expulser un responsable d'une entreprise étrangère du pays sous prétexte que Laquelle c'est Ooredoo. Ooredoo. Oui, qui appartient à des fonds émiratis, je crois, ou Qatari. avec voilà, donc un directeur général d'une entreprise de nationalité allemande qui a été expulsé d'Algérie sur décision du président de la République. Vous voyez comment on descend très très C'est bas. arrangé pour que nous sachions que c'est lui qui a... Et pourquoi? Quel motif? Le motif officiel ou bien officieux, je ne sais pas, c'est ça. c'est... Non, on parle, j'ai dit officiel, celui qui a été rendu public, c'est le DG en question a procédé à des licenciements de 900 collaborateurs, salariés, et comme par hasard, Ils sont tous algériens. tous des Algériens, alors que dans le groupe, il y a plusieurs salariés, Nationalités. plusieurs nationalités. Donc du coup, Mais on parle aussi d'espionnage, par on exemple. parle aussi d'espionnage, et puis voilà, donc le DG en question, il est... Mais dans l'un comme dans l'autre cas, c'est pas son rôle à C'est lui. pas son rôle. Et on peut admettre l'intervention du ministre du Travail, des Affaires sociales. Moi, je pense si que c'est vraiment... le fait que ce soit lui, je ne vais pas lui jeter la pierre comme ça, je ne connais pas le dossier, mais je pense que c'est une affaire éminemment grave. Parce Je qu'on ne a pense eu pas. un précédent déjà avec Ooredoo toujours. Je me souviens Oui, mais bien. c'est le même je crois que déjà. c'est un Libanais. Ou alors Jay-Z. Oui, aussi. Jay-Z plutôt. Attends, c'est pas des oui, enfants oui. de cœur. Hein, écoutez, voilà, Mais ils font partie du Sérail, hein. Ces patrons de ce genre de société. avec l'ancien régime. Bien sûr. Avec l'ancien régime. c'est- Ils ont voilà, donc, sucré, voilà. ils ont sucré. Mais là, il faut croire que le nouveau régime, peut-être qu'il est pris par... pourquoi dans un moment de un lucidité, il président- s'est dit qu'on va se débarrasser de ces gens-là, peut-être pour des dividendes politiques. Il tient la baraque, il tient la boutique, comme dirait Abdelmalek Sellal. Donc, ils font ça, voilà, une opération spectaculaire pour un peu mettre en valeur l'institution présidentielle. Vendre- et donc, le vendre président de la son- République. son C'est image. possible. c'est Un possible, président absolument. peut intervenir marketing. pour expulser, Ouais, par exemple, marketing politique. un ambassadeur. C'est de son rôle, d'un niveau relevé, mais pas un DG d'une entreprise, aussi importante soit-elle. Ouais, Mais ce absolument, n'est pas absolument. au président de venir décider d'expulser un DG d'une entreprise. C'est pour ça que je dis que c'est grave. Bon. Moi, Il n'y a je- rien qui je dit pense- que c'est le président, c'est un ministre qui... Ben, qui ah non, décide. c'est écrit Mais là, texto. j'espère L'APS qu'il n'y a rien de grave dans cette affaire non, d'espionnage. C'est pour ça que je veux dire. l'APS, Parce que je crois que c'est oui. le président qui décide. C'est-à-dire ce sont les services qui ont enquêté et ils ont découvert des mais trucs. il Voilà. Hakim Daibi, au sujet de la question que j'ai posée à Brahim Younsi, ce régime, il n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'il est dans son intérêt lui-même, de négocier, c'est le mot, hein, le verbe, hein, négocier avec départ. les Algériens, et même d'aider le peuple algérien à faire émerger ses propres leaders pour pouvoir négocier avec eux, se mettre d'un côté de la table. Pourquoi il n'a pas compris que c'est dans son intérêt de négocier une transition qui lui laisse le temps non seulement de partir doucement, mais surtout qui lui laisse le temps de négocier sa propre garantie, sa propre sécurité. Alors, j'ai envie de dire quelque chose que tout le monde sait. Hein. Donc, ce régime-là, il ne raisonne pas comme étant un régime qui détient un État, un pays, et qui a en face un peuple, des institutions qui valent ce qu'elles valent. Il raisonne comme étant une mafia qui détient un terrain. Et si on perd ce terrain, on va se retrouver nulle part. C'est pour schématiser. Donc, il
effectivement, ce régime-là... Une mafia qui a un territoire. Un territoire. Une chasse gardée. Un territoire. C'est à elle, Si, c'est sa propriété. voilà, si je l'abandonne, c'est-à-dire je renonce à mon existence en tant que... Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, si on regarde le désastre économique que le pays a subi, c'est incroyable. On serait aujourd'hui, s'il y avait une gestion un peu plus raisonnable, un peu plus, je dirais, nationaliste, on serait en train aujourd'hui, l'Algérie, avec ce qu'on a dépensé comme argent, avec tous les moyens qu'il y a, on serait peut-être, hein, je suis peut-être optimiste, on serait en train d'installer des, comme on appelle, des bureaux de recrutement dans certaines ambassades à l'étranger pour accueillir, c'est-à-dire qu'on va employer tous nos jeunes, tous nos diplômés, et on serait dans le besoin, on aurait allé chercher d'autres compétences à l'étranger. Mais malheureusement, la forfaiture, le gaspillage, la corruption, le détournement ont fait qu'aujourd'hui, on n'a même pas de route. Hein. Moi, je schématise aussi, je dis, pour illustrer, on n'a ni route ni trottoir. C'est-à-dire qu'on n'a rien investi dans ce pays, et encore moins pour créer des emplois. Voilà. Hassan Mouali, avant que je vous pose la même question, je vais vous donner une nouvelle, une information qui vient de tomber. M. Tebboune vient de signer un décret dans lequel, tenez-vous bien, vous pouvez attacher vos ceintures, dans lequel il institue le 22 février, journée nationale, fête nationale du peuple. Au même moment où les forces de sécurité sont en train de déployer des barrages filtrants dans tout le pays, depuis Chlef, depuis Bouira, d'ailleurs ils ont annoncé, hein, autoroute est-ouest, fermeture du tunnel de Bouira à partir de cette nuit. Au moment où ils sont en train de fermer, quasiment de mettre le siège, l'Alger en état de siège. Dans le même moment, M. Tebboune, légal al-Yom al-Mubarak al-Hirak. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il est devenu président. Sinon, il ne serait jamais président. Absolument. Alors, il vient d'instituer l'Hirak, journée nationale. On va avoir plus d'informations. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Tout le monde le réclame. C'est après le 1er novembre, 5 juillet, tout ça. Je pense que le 22 février est une date fondatrice en Algérie. Moi, ça m'inquiète un petit peu, par contre, cette dualité entre l'annonce d'une telle nouvelle et de l'autre côté, les arrestations. Donc, ça veut dire que le pouvoir est bipolaire. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Schizophrénique. Voilà, c'est une confirmation qu'il y a au moins le pouvoir est au moins bicéphale. Bicéphale, soit Tebboune ne gouverne pas. Je pense que c'est l'hypothèse la plus plausible en fait, c'est qu'il n'a pas les prérogatives. Tout le monde sait dans quelles conditions il a été élu. Lui-même le sait bien sûr. Un président par défaut, un déficit de légitimité. Ceux qui l'ont porté là-bas, ils lui disent c'est nous. Signe ton décret de fête nationale et tout ça, un truc à consommation interne et externe, voilà, les Algériens ont ça. D'ailleurs, même Gaïd Saleh le disait dans ses discours. Il disait le Jish, c'est Yourap, Chab, comme si Chab est un enfant, est un bébé, il faut on n'a pas besoin c'est parce qu'il ne faut pas le laisser tout seul. On n'a pas besoin de compagnonnage. Et à la limite, le compagnonnage de ce genre, on n'en veut pas. D'accord, on est majoré vacciné, on sait ce qu'on veut, on n'a pas cassé un verre dans notre pays, on n'a rien fait, c'est chez nous, on n'a pas ouvert les portes aux étrangers. Donc Chab, le peuple algérien, est assez conscient de ses intérêts, de ses idéaux, de son combat. Donc cette histoire de Moula Faka, moi j'ai des allergies. Alors il y a deux violences. Mais là, moi ça me confirme. Je doutais, j'avais des doutes sur ça. Les premiers actes manqués, je vais dire, pour rester dans le domaine de la psychanalyse, les actes manqués de Tebboune, c'est-à-dire cette histoire de DG de la douane, DG de la télévision, il nomme, dénomme et tout ça, c'est pas normal quand même, ça discrédite l'institution présidentielle et l'homme. Et là encore, on a quand même une ambivalence. D'un côté, il institue une journée nationale à la gloire du Hirak. Le Hirak, c'est qui? C'est nous, c'est le peuple. Et il y en a, on a 700 jusqu'à présent, 700 ou peut-être plus détenus du Hirak qui sont encore en prison. Mais là, il ferme les portes. Pourquoi? Il ferme les portes d'Alger et des grandes villes. Pourquoi? Pour célébrer cette journée. C'est incroyable. Voilà un peu. C'est incroyable. Alors, un décret où il fête nationale, journée nationale, et à côté, vous n'avez pas le droit de venir manifester. J'arrête là. il faut la fêter en silence. Voilà. C'est une violence symbolique, à côté de la violence réelle qui va s'exercer.
décréter effectivement que le 22 février serait une fête nationale, une journée nationale, je la considère personnellement, et je crois que c'est cela, comme une violence symbolique à l'égard du peuple algérien. Pourquoi dans la mesure où ils veulent récupérer, s'approprier, s'accaparer. Et de l'autre côté, il sort la matraque. Mais qui sort, Si c'était une fête, non, Exactement. je ne parle pas de Tebboune. Tebboune, vous le savez, vous l'aviez dit, qu'il ne représente rien, qu'il n'est rien. Ce n'est pas lui qui décide, la décision ne lui appartient pas. Lui, il ne peut porter que des violences symboliques comme celle-là, pour dire le Hirak al-Mubarak, etc. Et c'est même quand il dit le Hirak al-Mubarak, c'est une violence. Moi, je le ressens comme une violence. Moi, je pense que moi, Tebboune, je l'ai connu en tant que ministre. Hassan, je vais me permettre de vous arrêter parce qu'il y a un petit souci dans votre micro. On va arranger ça et je reviens à vous. Oui, moi je considère ce type de choses comme des violences et une violence symbolique. Bon, c'est une manœuvre, c'est une manipulation pour en même temps faire comme on appelle, celui qui approuve, qui applaudit ce Hirak, mais de l'autre côté, c'est celui qui essaie à tout prix de le casser. Bien évidemment, c'est de là où ressort le fait que Tebboune ne fait rien, ne décide rien. Il fait du bricolage. Hassan se soumet une thèse qui se tient. Ça veut dire que ce n'est pas Tebboune qui est schizophrénique. Tebboune a une vision des choses. Il essaie de récupérer le Hirak, ou il fait ce qu'il veut. Mais des gens à côté sont les vrais patrons. Les vrais patrons. Ce sont ceux qui ont annulé l'élection la nomination du DG de la douane. Qui refuse la libération des détenus, voilà. qui reporte la libération de Karim. Alors, tout ce que Tebboune aurait dû faire depuis son élection et qui est censé être aller dans le même sens des revendications de Hirak, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Est-ce que le peuple a demandé à ce qu'on gracie des détenus d'ordre du droit commun ? On n'en a pas jamais parlé. Mais pourquoi il le fait ? Et on a demandé la libération des détenus du Hirak et des détenus d'opinion. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que derrière, il y a... moi, je pense que c'est comme celui qui allume la télé, il y a un autre qui vient derrière pour l'éteindre. Voilà, donc il se livre à un spectacle et entre eux, il n'y a aucune entente. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux clans qui décident. Il y en a un clan qui est là pour contrecarrer les décisions de Tebboune. Et justement, il y a Houssine qui vient de dire à l'oreillette que cette déclaration a été faite lors d'une rencontre avec la presse et qu'elle sera diffusée demain. Est-ce que... Et M. Tebboune qui invite tous les Algériens à fêter l'événement où qu'il soit. C'est incroyable. C'est pas une déclaration de guerre. J'arrive à... Quand je parle de violence symbolique, c'est la déclaration elle-même. Ce qui est schizophrénique, c'est le pouvoir lui-même, c'est l'entité. C'est l'entité, ce n'est pas les individus. C'est le pouvoir. Parce que vous avez deux pouvoirs parallèles qui se contredisent sur ce qu'il faut faire. L'un veut, comme dans un commissariat de police, vous avez l'inspecteur qui vous caresse dans le sens du poil et vous avez vous avez la brute et je ne sais quoi encore. Hein. Voilà. Le problème les deux choses relèvent de la violence d'un système qui ne connaît que la violence. Hassan, est-ce que, poussé à ces derniers retranchements, Tebboune et les gens qui sont autour de Tebboune, parce qu'il y en a, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de déclarer la guerre, une guerre ouverte à ceux de l'état-major qui seront contre lui, qui sont en train de le saquer à chaque fois? Est-ce que par cette proclamation fête nationale, journée nationale, et par cet appel aux Algériens de fêter le Hirak partout où il se trouve, est-ce que ce n'est pas une déclaration de guerre à l'intérieur du régime? Tout à fait. Moi, je ne suis pas loin de penser que c'est un appel au secours, quelque part, de Tebboune. Mais un appel au secours de quelqu'un qui a été élu par la fraude? Oui, mais bon, il fait appel au peuple? Oui, un appel au peuple, c'est-à-dire que
Alors, je vais commencer par dire que Tebboune, tel qu'on l'a connu en tant que journaliste pendant de très longues années, ce n'est pas un dictateur, Tebboune. Je ne vais pas défendre Tebboune, je ne me ferai pas l'avocat, il est bien outillé pour se défendre, mais c'était quelqu'un quand même qui n'est pas méchant, on va dire, qui n'est pas méchant. C'est un bon viveur, qui aime chanter, qui aime prendre l'apéro, qui aime... Un féru de l'Andalou, et puis c'est quelqu'un que ça ne le gênerait pas qu'on ouvre le pays, qu'on le démocratise, qu'on donne des libertés. Il est acquis à cette histoire de liberté d'expression et tout ça. Et que maintenant... le fait d'institutionnaliser une fête nationale du Hirak et d'appeler tous les Algériens à le fêter... Au moment où les services de sécurité sont en train de boucler complètement le pays. J'ai comme l'impression que c'est un appel au secours. Aidez-moi. C'est comme l'a dit Sarkozy et De Gaulle. Aidez-moi, même si je suis mal élu. Mais je suis votre allié objectif. Moi, je pense que c'est ça. Ça peut être naïf, mais je pense que c'est ça parce que nous avons tous les ingrédients d'un craquage, d'un engrenage au sommet. Ce n'est pas normal quand même, ce n'est pas normal que le président de la République institue la journée nationale de la démocratie, ou je ne sais pas comment il a appelé, et que les services de sécurité empêchent ces mêmes Algériens de la fêter. C'est un peu... Mais est-ce que si tel est le scénario, si tel est le cas de figure, est-ce que Tebboune pourrait emporter l'adhésion des Algériens qui savent qu'il est élu par la fraude? Lui, est-ce qu'il a aussi les moyens d'une telle politique? Est-ce qu'il peut se permettre, sachant qu'il n'est pas épaulé par son peuple, d'affronter l'état-major de l'armée? Éventuellement, si tel est le cas. Bon, je ne sais pas si c'est l'état-major ou une autre partie, mais en tout cas, je pense que la politique étant l'art du possible, quand tu n'as pas les moyens de ta politique à Jamal, parfois tu es appelé à faire des alliances de circonstances. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va au charbon. Tebboune, c'est un civil. Tebboune, on connaît son pédigré politique. Si les courbes de Tebboune et celles du Hirak se croisent, elles peuvent faire un bout de chemin ensemble. Quitte à ce que Tebboune, dans une année ou 2 années, s'en va. Mais si ça participe au processus de démantèlement du système, tant mieux, je dirais. Il y a beaucoup de partis politiques qui le soutiennent, il faut bien le souligner. Et peut-être même, je ne sais pas, nous avons au moins Sofiane Djilali, le MSP, et tous les partis islamistes, le FNL, le RND, tous, bon monde le soutien, à part l'alternative démocratique et le Hirak. Mais le Hirak, si vraiment le message est capté par le peuple comme étant un appel au secours, un SOS du président, je pense qu'ils vont lui tendre la main. L'ennemi de mon ennemi, absolument. mon ami. Naïvement, c'est ce que je pense. Juste là. Après, on va vers Karim Kebir. Il y a des références. Le aidez-moi du général de Gaulle. Et il a dit. Oui, je comprends bien. Mais il a donné la méthode. Comment l'aider? Il a donné la méthode. Comment il a fait? Il a dit arrêtez ces généraux par tous les moyens. Ah oui, c'est vrai. Je dis par tous les moyens. Je pense que Tebboune peut faire la même chose. Je ne dis pas cela. C'est un bon parallèle. Hein. C'est vrai que De Gaulle, à la radio, il a appelé, y compris les militaires, les simples troufions, de procéder à des arrestations de généraux. Il l'a fait. Non, il l'a fait de l'Élysée. Non. C'est pas la paix de la résistance. Il a appelé, moi j'ai entendu le discours. Il a appelé les simples soldats à procéder aux arrestations des généraux. En Algérie, c'est pas évident. C'est au moment du putsch des généraux. Oui, exactement. Après le putsch. Après la déclaration, le fameux prononciamento. Absolument. Alors, Karim Kebir, sur cette nouvelle qui vient de tomber de M. Tebboune, on vient de perdre Karim, j'espère qu'on va le retrouver. Si je peux me permettre, c'est un mot aussi un peu biscornu, mais le discours des uns et des autres, c'est des discours dits aporétiques, c'est-à-dire des discours qui ont une logique insoluble. C'est la raison pour laquelle nous donnons des interprétations différentes. Oui, évidemment. Et cela est fait. Mais le fin mot de l'histoire doit exister quelque part. Oui, évidemment. Le ministre de la Communication, Belhima, demain, il va faire sa conférence de presse. Il va rencontrer les journalistes. Qui?
le ministre de la Communication. Ah, voilà, il va rencontrer les il va avoir journalistes. du pain sur il la a planche. promis de débloquer les sites Internet Oui, qui sont bloqués depuis 8 mois. Oui. Mais c'est des sites Internet qui, pour la plupart, ne sont pas très méchants. Bon, on va voir le TSA. Il y a quand même des sites... quand même il aurait plus ou mieux moins. fait de dire « je vais débloquer le Maghrébia ». Par exemple. Par exemple, voilà. Là, ça aurait été. Lui, il a parlé des médias en général, liberté d'expression, et il a surtout insisté sur le fait que le Hirak doit se poursuivre. Il y a quand même des petites idées. Quand il va débloquer TSA, moi, Hassan, nous sommes du même métier, nous sommes côtoyés, nous sommes d'anciens confrères, on peut se permettre de parler franchement. Quand il dit débloquer TSA, entre autres, TSA qui n'a même pas annoncé l'arrestation de Abdessamé Abdellah. C'est tout dire. C'est tout dire. Il faut l'ouverture des médias. Tous les médias sont exception. Alors, je vais me permettre de revenir à Karim Kabir que nous avons pu retrouver. Karim Kabir, cette info qui vient de tomber de M. Tebboune, qui vient de signer un décret proclamant 22 février journée nationale ou fête nationale, et où il invite lors d'une rencontre avec la presse, un discours qui sera connu demain, diffusé demain, il invite tous les Algériens à fêter le 22 février où qu'ils se trouvent. À votre avis, Karim Kabir? Eh ben, je crois qu'on est dans le même schéma. C'est à peu près similaire au schéma de Bouteflika en 99, qui a été mal élu, donc qui était obligé de recourir à la concorde civile, à un référendum populaire pour essayer d'avoir un peu la caution de la population. Donc je crois que c'est... Moi je pensais, Karim, excusez-moi de vous interrompre, moi je pensais, j'étais d'accord avec vous, pensant que vous alliez dire, il est dans le même schéma que Bouteflika quand il a dit, quoi, les généraux voulaient me jeter à l'arène pour qu'ils me bouffent, et vous allez applaudir celui qui a vaincu. Moi je pensais que c'était de ça, parce que là on dirait que Tebboune est en train de défier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui au sein de l'état-major. Ben, je pense qu'il est en tout cas, il est en quête d'un peu de légitimité, un peu de pouvoir, ça c'est évident. Parce qu'il faut dire que dès le début de Hirak, tous les acteurs en tout cas ont utilisé d'une certaine façon ce Hirak, parce qu'on ne doit pas oublier que l'ancien chef d'état-major, il s'est appuyé justement sur le Hirak pour éliminer le clan à Bouteflika, mais au fil des mois, quand il s'est rendu compte que finalement ce mouvement demandait plus que le départ de Bouteflika, il a commencé à essayer d'égarer le mouvement. Donc on est toujours dans le même, pratiquement dans le même schéma, c'est-à-dire on n'est pas sorti de la configuration du pouvoir algérien qui est en fait ceux qui gouvernent ne décident pas et ceux qui décident ne gouvernent pas. Donc aujourd'hui, je crois que Tebboune, il est dans la même posture. C'est quelqu'un qui a une marge très réduite parce que quand même après 2 mois depuis son arrivée, il n'a pas réussi à faire des gestes très forts de nature à récupérer cette confiance. Donc le fait d'instituer cette journée, peut-être c'est d'une certaine façon aussi de faire un clin d'œil au mouvement, mais seulement, encore une fois, ils sont toujours dans cette culture des années 70, c'est qu'ils n'ont pas encore compris la profondeur et l'ampleur de ce mouvement qui demande un changement radical du système. Haouga n'est pas un slogan comme ça qui a été préparé ou ça a été dit par quelqu'un de très spontané, donc, mais qui renvoie à un changement profond du système. Donc ça peut s'inscrire uniquement dans cette volonté, encore une fois, d'essayer d'amadouer le mouvement, mais je ne pense pas qu'il dépassera c'est-à-dire les murs de la présidence, parce que le peuple est dans une autre dimension déjà. Et restez avec nous, Karim Kabir. Je reviens à vous on va revenir dans ce sujet parce qu'il mérite qu'on s'y attarde. Alors, nous allons parler aujourd'hui de gens qui n'ont pas attendu le 22 février pour fêter cette fameuse, formidable révolution. Deux villes, 2 manifestations, 2 peuples précurseurs du 22 février. C'est-à-dire qu'ils ont des manifestations très grandes, très importantes, qui ont été comme une sorte de tournant, qui ont annoncé le 22 février. L'une à Kharrata, l'autre à Khenchla. À Kharrata, où des manifestations, des milliers de manifestants, ou des dizaines de milliers de manifestants qui
qui sont sortis, je me rappelle, avec des drapeaux noirs. Hein. Et puis à Khenchela, des milliers ou des dizaines de milliers de jeunes qui, pour la première fois, depuis le premier mandat de Bouteflika, ont arraché le cadre de Bouteflika, ils l'ont mis bas, ils l'ont descendu à un moment où le cadre était devenu le président de la République. Et il a été piétiné, déchiré. Alors nous allons regarder les deux. Je rappelle qu'il n'y a pas que Khenchela et Kharata. Il y avait Chlef aussi avant, Il y avait Chlef et il y avait Borj-Barel. Avant le 22 février, qui ont été eux aussi des mouvements précurseurs importants. Je crois qu'il y avait même Djidjel aussi. Oui, il me semble, oui, moi aussi. Mais pourquoi ils se distinguent? Parce qu'ils n'étaient pas portés de revendications socio-provisionnelles ou sociales. C'était politique. C'était politique. Alors, nous allons regarder Kharata et Khenchela, d'abord les manifestations du 16 et du 19 février. Là, nous sommes à Kharata, le 16 février 2019. Regardez bien. Un moment de silence observé par l'ensemble des manifestants. Drapeau noir flottant. Regardez. Certains arborent le signe de la victoire, deux doigts dressés, d'autres l'index dressé, d'autres la main dressée. Une minute de silence absolument respectée par tout le monde, dans la plus parfaite discipline. Regardez à côté du drapeau algérien, drapeau noir. Maintenant, Khenchela. La photo de Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, qu'on voit sur le fronton, plutôt sur la façade de la mairie de Khenchela. Qu'est-ce qu'ils disent les gens d'en bas? Parce que le cadre et la photo étaient attachés ensemble. Ils disent خلي الإعلام وهبط Bouteflika. Ah ouais, c'est symboliquement très fort, Hassan. Hein? Ah, il a été tué ce jour-là, Bouteflika. Et nous allons voir voilà, il est piétiné. Ah oui, oui. Ça a été... Je me suis dit, 5e mandat, c'est fini. C'est fini. Tout le monde s'est dit ça quand ils ont vu. À Khenchela, c'était pas Alger, c'était pas Tizi Ouzou, c'était pas Bougie. Absolument. C'est à Khenchela, je me suis dit, c'est vraiment très fort. Nous allons regarder maintenant les commémorations du 16 à Kharata et du 19 aujourd'hui à Khenchela. Kharata, 16. C'est pas encore prêt, nous allons attendre un peu. Alors, mes chers amis, Khenchela, Kharata, mais pas seulement, Borj, Chlef, peut-être Djidjel aussi, je crois, qui sont sortis des populations un peu partout. C'était des étincelles, c'était les premiers étincelles. Des précurseurs, signes annonciateurs. Absolument. Kharata, en fait, c'était vraiment une manifestation à grandeur nature. Il y avait des milliers de personnes. Oui. On ne s'attendait pas. Kharata, on l'a oublié. Alors que l'historique Kharata, quand même, également Kharata, 8 mai 45 et tout. Et donc, finalement, ils nous ont réveillés. Ils nous ont réveillés avec une marche incroyable, des drapeaux noirs. C'est tout un symbole, tout un symbole. Et après, bien sûr, je crois qu'il y a eu Chlef, le premier acte en fait anti-5e mandat, on va dire, c'était le fameux meeting, une tentative de meeting de Ammar Ben Yunus à Chlef. Exactement, absolument. Il a été pris à partie. Et puis n'oublions pas, pour être juste avec les plus justes d'entre nous, Ghermoul, Mascara. Absolument. On s'excuse de le premier qui a été contre 5e mandat et qui a été condamné après la destitution de Bouteflika et qui est resté en prison bien victime après. de la Issaba, condamné par l'autre. Voilà. Donc, en fait, pour ne pas... C'est pas un hit parade qu'on va faire sur les wilayats. On se souvient à peu près que cet acte anti-Ammar Ben Yunus à Chlef qui a eu lieu. Après, bon, il y a eu Djidjel, je crois. Mais Kharata, c'était vraiment immense.
c'était immense. c'est vrai. Ils ont attiré l'attention de tous les Algériens. Une marche spontanée, une petite localité quand même, Kharrata, qui se remémorait son histoire contre le colonialisme français, donc le système colonial. Et donc c'est parti. 2 jours après, on a vu Khenchela. Je pense que le fait d'avoir descendu le portrait du président, ils ont dit laissez le drapeau de Tmak. Rapto, on va dire l'empiétiner. Moi je pense qu'ils l'ont tué ce jour-là. Ils ont tué Bouteflika. Alors nous allons regarder maintenant les manifestations de Kharrata le 16 et celles de Khenchela aujourd'hui. Khenchela aujourd'hui. Voilà. Je ne vois pas très bien ce qui est écrit sur le tifo. Et FLN, je vois FLN. Ah d'accord. Ouais. C'est au même endroit où le portrait a été... Voilà, c'est un rassemblement commémoratif, c'est une très bonne chose. Parce qu'il a fait date quand même cet événement. Ah oui, oui. La postérité, il passe pour un acte fondateur de la révolution algérienne. Absolument. Et maintenant, nous allons regarder Kharrata le 16. Kharrata le 16, des dizaines de milliers de gens. Et c'est venu des 48 wilayas. Et peut-être faut-il rappeler que dans les 2 wilayas, beaucoup de gens se sont rendus. Hassan, beaucoup de gens sont allés à Kharrata et à Khenchela, dont Bourga'a, entre autres. Oui, absolument. Vous pouvez commenter, on vous écoute. Samir Belarbi, toutes les figures de proue sont parties à Kharrata, parce que Kharrata, bon, c'est vrai que la population locale... Khenchela aussi, je crois. Ils sont partis à Kharrata, absolument, Oui. absolument. Donc, Kharrata, la population locale a fait un travail remarquable. Ils ont même érigé une stèle de main, les chaînes brisées. C'était magnifique. Mais après, j'allais dire, spontanément, tout le monde est parti là-bas. Spontanément, tout le monde est parti à Kharrata. Toutes les figures de proue du mouvement citoyen, de la révolution citoyenne algérienne, ils sont partis là-bas. Comme c'est une façon de dire merci à cette petite localité qui a vu grand finalement, qui a allumé la mèche, Et aujourd'hui, tout le monde est reparti aussi à Khenchela pour célébrer ce moment magique, ce moment qui a annoncé un tournant. C'était le temps de la révolution avec quand on a enlevé le portrait. Oui. C'était vraiment un moment fort qui a donné le temps, le lave, vraiment. Ça me rappelle la stèle de Saddam Hussein à la prise de Bagdad. Absolument. C'était ça. C'est le dictateur, c'est Ceausescu. Voilà ce qui s'est passé. Comme la chute du mur de Berlin, qu'on a les 2 jeunes qui sont sautés par-delà pour rejoindre la partie ouest. Donc il y a des moments comme ça. Et le fait que les Algériens de toutes les régions du pays soient partis à Kharrata et à Khenchela, c'est un hommage. Bon, si j'étais là-bas, je serais parti. Brahim Younsi, très vite, parce que nous allons après aborder il ne reste plus que 5 minutes. Je pense que Bouteflika était déjà mort pour les Algériens. Il y a quelqu'un qui a dit il y a des morts qu'il nous faut tuer. Oui. Et il a été tué à Khenchela. Et on a tué un mort. C'est une belle formule, oui. Il y a des morts qu'on doit tuer. Il est très mort. Alors, dans 3 jours, l'Algérie va fêter une journée absolument mémorable. Avec la bénédiction de Tebboune. Avec la bénédiction de Tebboune, curieusement. On aura tout vu, hein. Absolument. Tout entendu. Hein. Voilà. Alors, c'est pas fini. Hein. Le comble du comble, c'est que les Algériens n'ont jamais été indépendants. Dès le lendemain de l'indépendance, le pouvoir a été confisqué par les mêmes. Hein. On a perdu l'indépendance. On a perdu l'indépendance. Mais là, les Algériens, et tout le monde est d'accord pour ça, les Algériens sont en train de conquérir leur liberté d'une façon absolument magistrale et qui, je n'en doute pas, fera partie de l'histoire de l'humanité. Absolument, absolument. J'aimerais que vous disiez l'un et l'autre. Pardon, tout à l'heure, je demandais la parole parce que je voulais juste dire 2 mots par rapport à Tebboune et sa nouvelle mesure. Oui. C'est que on revient juste au programme électoral de Tebboune. Il s'articulait autour de 3 points qui ont été fixés. La Constitution, la loi électorale et la justice, mais pas dans le sens de sa libération, bien évidemment. Hein. Donc, lui, on lui a fixé le cap. Voici ce que
vous êtes capable de faire, ces décideurs lui ont dit. Donc il essaye à tout prix de prendre des mesures qui sortent un peu de ce cadre-là. C'est la conquête de sa liberté aussi. Voilà, vis-à-vis de ceux qui le... voilà. Et du coup, moi je pense que ce n'est pas du tout un appel ou bien une faveur au Hirak, parce que s'il aurait voulu faire quelque chose au Hirak, il aurait, au lieu de dire j'institue la journée du 22, et je vais dire non, je vais libérer. Alors, il y a une précision qui vient de tomber. Hein. Ouais, allez, on l'écoute. Alors, qui va tempérer nos ardeurs. qui va tempérer nos ardeurs. J'imagine, ouais. Alors, là, il a proclamé. Bon, on lui a donné trop d'importance. Moi, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part. J'ai été heureusement que moins enthousiaste que nous. Alors, il a proclamé une journée nationale de la fraternité entre les Algériens et leur armée. Ça change tout. J'avais un peu anticipé. Il a été rappelé à l'ordre rapidement, apparemment. Il a été rappelé à l'ordre. À la limite. Donc non-événement. Non, franchement, en 2000... Là, on comprend qu'il bloque en même temps les villes. Absolument. Là, il ne fait que confirmer ce que tous les Algériens pensaient tout bas. C'est donc une violence. Karim Kebir, dernier mot avant qu'on clôture l'émission. Eh bien, le dernier mot, c'est que d'abord, on espère que le mouvement ne va pas s'arrêter. Mais il ne va pas s'arrêter, je vous rassure. Je vous rassure. Parce que quoi qu'on en dise, bon, ça, pour certains qui étaient un peu, disons, sur le plan politique, on n'a pas énormément gagné, mais nous avons aussi gagné des choses extraordinaires qui sont inquantifiables. C'est le fait que les Algériens se réconcilient avec eux-mêmes, ils se connaissent, le pacifisme, la réconciliation avec leur histoire, leur référent historique, c'est-à-dire le respect de la femme. Les Algériens se réapproprient en tout cas une certaine image d'eux-mêmes, une certaine fierté. Et je crois qu'il y a la grande aussi solidarité entre les Algériens, et ça c'est fabuleux. Vous l'avez évoqué à Khenchela ou à Kharrata, où on a vu des détenus qui se déplacent jusqu'à Tlemcen pour soutenir leurs concitoyens. On a vu des gens, quand il y avait à Oran des interdictions, des violences contre les marcheurs, donc il y avait d'autres marcheurs qui sont partis d'autres wilayas. On l'a vu à Inti Mouchent. Ça c'est extraordinaire. Et je crois que ces revendications sont très claires. Bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger toujours sur la suite des événements, est-ce que le Hirak va tenir et tout ça, mais je crois qu'il y a une profonde lame, elle ne va pas s'arrêter de sitôt, mais bien entendu qu'il lui appartient aussi au Hirak, mais il faut faire confiance au génie des jeunes, peut-être de mieux s'organiser, de créer des conjonctions, des convergences plutôt et des connexions entre les différents collectifs, les activistes, pour imposer un peu ce changement. Merci Karim. Alors, rapidement sur le rapport d'Amnesty, on n'en a pas eu le temps d'en parler. Justement, il y a un rapport qui a été publié qui accuse de manière claire le pouvoir algérien d'avoir resserré un petit peu, d'avoir porté plus atteinte aux libertés, à toutes les libertés. Absolument. Et je dis bien que ce rapport, il a été rédigé bien avant certaines mesures qui sont prises récemment, notamment l'interdiction à des citoyens d'utiliser leur téléphone pour filmer, l'interdiction de tenir une conférence de presse pour des associations dans un hôtel privé. Donc, autrement dit, ce pouvoir-là, il est en train de fermer tous les espaces publics et il est en train d'interdire toutes les initiatives collectives et parfois même individuelles. Voilà. C'est dramatique. Merci Karim Hakim Taibi, merci Brahim Younsi, merci Karim Kebir, merci Hassan Mouali. Je rappelle juste que l'armée algérienne s'appelle l'ANP, Armée nationale populaire, qu'elle est de ce fait partie inhérente du peuple, qu'on n'a pas besoin de détourner une journée de la révolution, d'une très belle révolution populaire, pour en faire la journée de la fraternité entre l'état-major et le peuple qui est en train de dire Madaniya Machi Askariya. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission, plus que 3 jours, pour faire savoir au monde entier que le peuple algérien est déterminé à établir dans son pays un état de droit où régnera la justice et le droit. Merci beaucoup. Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa.